Gabe. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être avec nous pour cette deuxième rencontre d'éthique en question, initiée par le Centre d'action laïque. On a un petit problème de son. J'entends un retour un peu délicat, effectivement, un petit peu haché. D'accord. Apparemment, c'est chez moi. J'espère que ça va aller. Voilà. Et je pense que ça va mieux. D'accord. Oui, oui, oui. Oui. Donc voilà, c'est notre deuxième rencontre d'éthique en question. Mais on a un gros problème de son. J'ai ma collègue qui va venir pour essayer de régler le problème de son. Comme on dit, ce sont les aléas du direct. Hein. Exactement. Voilà, voilà, voilà. Bon. On essaie de résoudre le petit problème. Oui, oui, oui. Voilà, je vais essayer de t'appeler. Non, ça fait toujours la même chose. Voilà. Donc voilà, c'est notre deuxième rencontre d'éthique en question. Nous allons aborder aujourd'hui la question du désarroi qui a touché les maisons de repos, les résidents, les soignants et les familles des résidents. Au-delà de ce qui a été vécu, nous tenterons aussi de réfléchir à l'après-crise, à comment revivre ensemble. Alors, pour aborder ces questions avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Raymond Gabe, psychiatre à la retraite et éthicien. M. Gabe, bonjour. Bonjour, bonjour, Madame Bernard. Bonjour. Alors, on essaye encore un petit peu de résoudre le problème. Donc, le plus important, c'est qu'on vous entende bien. Donc, voilà. Alors, première question, lorsque nous avons discuté ensemble de l'intitulé à donner à cette rencontre, qui vise donc à parler du vécu des personnes qui travaillent, vivent et visitent les maisons de repos, vous avez choisi le mot désarroi. Alors, pourquoi ce mot plutôt qu'un autre? Je pense que c'est ce mot qui convient le mieux à la situation que nous vivons. Désarroi, c'est un très vieux mot français. Le verbe à l'époque, c'était désaérer. Désaérer, c'était en fait mettre en désordre. Mettre en désordre. Et je pense qu'on peut dire que le Covid-19, non seulement est venu mettre du désordre, mais est venu mettre carrément le bordel dans nos institutions. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on entre en désarroi? C'est d'abord la survenue d'un événement, un événement brutal, désagréable, inattendu, et surtout un événement que l'on rencontre peut-être pour la première fois. Je pense que c'est bien la situation que nous vivons maintenant. Et cela va alors engendrer en nous ce qui serait alors le désarroi, c'est que je peux qualifier comme un trouble qui sera peut-être psychologique au niveau des sentiments, de mon ressenti, qui peut même être moral dans les valeurs qui vont être mises à mal. Et en général, on peut dire que cela implique toujours des problèmes d'indécision. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Cela entraîne une angoisse terrible et parfois une véritable détresse, qui peut être une détresse psychologique, morale ou physique, comme nous verrons, l'épuisement. Alors, je pense qu'effectivement, le Covid-19, écoutez, c'est un virus, on connaissait peut-être la famille des coronavirus. C'est quand même bien la première fois que nous rencontrons ce virus. Nous vivons une expérience dont nous n'avons jamais vécu auparavant. Et nous allons devoir prendre des mesures que nous appliquons peut-être pour la première fois de notre vivant. Alors peut-être qu'au Moyen-Âge, on avait déjà inventé le confinement, mais je ne crois pas, devant la peste. Et on va donc essayer de mettre en place quelque chose, mais en général, le désarroi, c'est qu'on peut dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire pour bien faire. Et ça, je pense que c'est la caractéristique de la situation que nous vivons maintenant. Alors, la première chose, Mme Bernard, mais c'est évidemment, quand je disais l'indécision, mais on l'a vécu, on l'a vécu de manière concrète, cette indécision dans cette situation. Et je vais prendre, par exemple, les avis divergents des experts. Certains experts vont dire il faut porter le masque, d'autres diront mais non, c'est peut-être pas nécessaire. Certains vont dire
Je ne vais pas parler ici du problème de l'hydroxychloroquine, évidemment, je ne vais pas en parler, mais nous voyons que les experts eux-mêmes n'ont pas un avis unanime. Nous voyons aussi que les experts, lorsqu'ils s'expriment, vont effectivement exprimer en fonction de leurs connaissances et que cet avis parfois ne rencontre pas l'objectif des politiciens. L'expert veut sauver tout le monde, il sait ce qu'il faut faire, et le politicien doit aussi sauver, entre autres, notre économie. Et vous voyez que pour la première fois, avec ce Covid, la première fois non, mais ce Covid-19 nous amène dans un véritable dilemme. C'est-à-dire, c'est pas quelle solution prendre. Je vais prendre des exemples. Par exemple, le confinement. Un expert a dit d'ailleurs très tôt, si moi je pouvais prendre la décision, je mets toute la Belgique en confinement pour toute l'année. Oui, mais à cela, les politiciens répondent, mais on ne peut pas. Il y a une économie. Si nous voulons assurer des soins de santé, il faut des rentrées d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Un autre exemple, ce sont les visites dans nos maisons de retraite. Nous avons vu beaucoup de reportages dans la presse écrite, dans les médias visuels, de ces enfants qui venaient nous dire, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, que c'était dramatique, qu'ils ne pouvaient plus voir leurs parents, qu'ils pouvaient les voir au travers d'une vitre comme ça à l'étage, qu'ils ne pouvaient plus les rencontrer. Les experts étaient formels. Les personnes âgées sont à risque. On ne peut pas les exposer au risque. Mais les politiciens vont dire, ben non, on va quand même permettre la rencontre d'une personne qui pourrait rencontrer une personne âgée. Et qu'est-ce qu'on a vu? Mais le tollé des directions des maisons de retraite qui ont dit, mais c'est quoi cette affaire? Et là encore, dilemme. Qu'allons-nous faire? À qui allons-nous répondre? Aux experts? À cette famille qui a des difficultés? À la direction d'établissement? On a été dans des dilemmes peut-être encore plus importants, peut-être pas en Belgique, mais en Italie, le problème des respirateurs artificiels dans les hôpitaux, qui n'étaient peut-être pas disponibles comme on le souhaitait. Heureusement, en Belgique, nous n'avons pas eu ce problème. Et dans les maisons de l'MRS, je pense qu'il y a eu quand même un dilemme important qui était, si jamais on devait faire une sélection des patients qui allaient recevoir, des résidents qui allaient pouvoir partir à l'hôpital, non. Au nom des comptes, au nom de quels critères, au nom de quels facteurs allons-nous prendre en compte? Et je pense que cela a créé un très grand désarroi. Un très grand désarroi chez nos soignants, notamment dans nos maisons de retraite, parce qu'on perdait tout à fait nos guidelines. On a l'habitude de savoir ce qu'il faut faire. On a l'habitude, devant telle situation, on sait que l'on peut faire ceci. Et puis dans ce désarroi qui est donc le désordre, mais nos soignants ont été perdus. Et puis il y a, je veux dire, un peu ce contexte ridicule, je parlais de l'hydroxychloroquine, mais quelle image avons-nous donnée à nos soignants? 10 contre 10, peut-être en fonction de certains égos qui sont surdimensionnés chez les médecins, c'est bien connu. Mais qu'est-ce que ça a mis comme désarroi chez nos patients? J'ai entendu de mes patients dire, mais qui faut-il croire? Et je leur répondais, je n'en sais rien. Et vous voyez que pour le public, ce désarroi s'est marqué par, je pense, une grande perte de confiance. Une perte de confiance à la fois dans les soignants, les différents soignants, et cela a malheureusement peut-être été renforcé par ce que j'appellerais le complotisme. Le complot, on a vu sur les réseaux sociaux, on a vu des tas d'hypothèses, et cela a augmenté le désarroi. Et donc j'ai envie de dire que nous, c'est-à-dire les soignants, les résidents, les familles, eh bien on peut dire simplement que nous sommes perdus, nous avons été perdus, je pense que ça va mieux maintenant, mais nous sommes perdus devant cette situation parce que nous avons perdu nos repères habituels. C'est donc bien de désarroi qu'il s'agit. Mais, donc, tout le monde a été amené à vivre des situations difficiles qui laissent des traces. Et donc, qu'en est-il de l'après, du retour à une vie normale? Comment allons-nous revivre ensemble après tout cela? Oui.
Alors ici, je ne veux pas jouer à l'expert. Je suis simplement Raymond Gued, qui dans sa petite tête essaie de réfléchir, essaie de comprendre, avec peut-être à la fois ma casquette de psychiatre, mais aussi un peu d'éthicien. Et j'aimerais donner simplement une ligne peut-être de réflexion. Je pense que dans l'après, eh bien, il nous faudra apprendre à retrouver confiance. À retrouver confiance. Alors, d'abord, je prendrai pour nos soignants, eh bien, c'est peut-être retrouver une confiance dans de nouvelles pratiques. C'est-à-dire que nous allons devoir essayer de retirer de leçons de cette expérience du Covid-19. Il nous faudra tirer des conclusions, il faudra peut-être mettre en place des choses qui vont nous paraître un petit peu particulières. Je pense par exemple à des nouvelles règles d'hygiène qui vont s'imposer. Peut-être que nous allons devoir porter le masque plus souvent, que peut-être qu'on va apprendre que cette distanciation sociale, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait avoir dans d'autres situations également. Il y a une situation plus particulière dans les équipes qui m'a fort préoccupé, que j'ai entendu au travers de ce que m'a rapporté des soignants, c'est la confiance qui doit se refaire entre les soignants eux-mêmes dans nos maisons de retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a certains soignants qui ont demandé aux médecins traitants d'être mis en incapacité de travail. Et pour une raison que l'on peut comprendre et admettre, c'était la crainte de ramener le Covid-19 à la maison. Nous avons donc des soignants, entre guillemets, on pourrait dire d'une manière un peu vulgaire, qui se sont portés pâles, pendant que d'autres estimaient que c'était leur devoir, hein, cette notion de devoir, d'être là. Lorsqu'on va se retrouver, comment allons-nous vivre cela? Eh bien, je pense que là, il faudra avoir beaucoup d'humilité pour reconnaître que cette personne qui s'est retirée momentanément, mais elle avait peut-être une bonne raison que l'on pourrait entendre. Et on ne peut pas lui en faire le reproche. Elle l'a mis dans la balance, le fait que pour elle, il était peut-être plus important de protéger sa famille, peut-être ses propres parents qui étaient âgés, qu'elle côtoyait, peut-être des enfants plus âgés. Je ne pense pas aux petits-enfants dont on disait qu'ils étaient protégés, mais il y a des familles qui ont des enfants de 15-20 ans et qui étaient aussi, qui étaient peut-être aussi en danger. Donc, nous allons devoir apprendre à débriefer, comme on dit en langage technique. Moi, je dirais simplement apprendre à en parler entre nous, parce que si on ne fait pas, certains vont avoir de la rancune vis-à-vis d'autres personnes. Et avoir une rancune vis-à-vis d'un collègue au travail, ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler lorsqu'on a une rancune silencieuse vis-à-vis d'un soignant, d'un collègue. Donc, il faudra mettre un peu à plat, il faudra un peu rediscuter de tout cela et avoir cette capacité d'entendre quelqu'un dire « j'ai eu très peur » et pouvoir dire « eh bien oui, moi je n'ai pas eu peur ». C'est tout aussi bien. Alors avec nos résidents, écoutez, avec nos résidents, moi, je pense qu'il faudra aussi redonner un peu confiance avec beaucoup de douceur, mais notamment pouvoir les ramener dans la routine qui leur était rassurante, hein, dans la routine. Mais cette routine, je vais donner quelques exemples, ça va se faire dans un cadre différent. J'ai appris au travers de les patients qui avaient des parents en MRS, qu'on avait changé de chambre beaucoup de personnes. Hein, on les changeait d'un étage contaminé pour les mettre dans un étage non contaminé, etc. Et donc certaines personnes se retrouvaient un peu prises au dépourvu dans cette nouvelle chambre. Avec bonheur, elles vont pouvoir retrouver les chambres, mais ça va être avec de l'hygiène. Et maintenant, le soignant va continuer à porter le masque. Mais le masque, ça cache le sourire du soignant. Et le résident a besoin de voir ce sourire bienveillant de la soignante. Eh bien, le masque ne montre pas. Il y a des yeux qui montrent le sourire et c'est très bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, retrouver par exemple son restaurant, mais c'est quelque chose d'important. Ici, dans le confinement, beaucoup de résidents ont mangé dans leur chambre, seuls d'ailleurs dans leur chambre. On va les remettre au restaurant et ce ne sera plus comme avant pendant longtemps. Il y aura la distanciation sociale. Ils ne vont peut-être pas se retrouver à la table habituelle avec leurs copains, leurs copines. Il faudra aussi expliquer tout ça avec une grande douceur, mais avec ce facteur de dire que c'est la réalité, malheureusement. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est la réalité liée à ce que nous vivons.
Je pense aussi aux activités qui sont très importantes dans les maisons de retraite, hein, qui recréent le lien social. Là aussi, il y aura peut-être des activités, mais dans un contexte différent. Je pense qu'on ne pourra plus, peut-être, pendant quelque temps, organiser des soirées dansant. Hein, le corps à corps, j'y reviendrai d'ailleurs, hein, ne sera plus possible. Donc, vous voyez qu'il faudra, avec douceur et patience, amener le résident à accepter ces changements. Mais alors, le gros problème, Madame Bernard, pour moi, c'est vis-à-vis de la famille. Alors, les soignants devront supporter l'amertume des familles. Et qu'est-ce que c'est l'amertume? L'amertume, c'est cette saveur amère que j'ai dans la bouche. L'amertume, c'est un ressenti pénible que j'ai en moi, moi qui suis la famille du résident, et c'est causé par quoi cette amertume? Eh bien, par une déception, peut-être même un regret. La déception. Alors, la déception, mais bien sûr que la famille aura une déception vis-à-vis de nos équipes. Nos équipes eux-mêmes étaient dans le désarroi. Alors, la famille, dans ce contexte d'amertume, va pointer les dysfonctionnements. Va dire, bon, enfin, un jour vous avez dit que ceci, un autre jour vous avez dit ça, on pouvait amener du linge et puis on pouvait plus amener du linge et puis on pouvait laisser le linge dans le couloir d'entrée et puis on ne comprend plus et puis on nous a dit qu'on pouvait venir revoir nos parents et puis on nous a dit non, pas tout de suite. Il y a eu des erreurs. Quand vous avez dit que c'était une erreur, vous ne pouvez pas faire ça, des contradictions, les égarements. Donc les familles vont pointer tout cela. Et alors les soignants, ils vont devoir accepter cela. Ils vont devoir accepter cela. Et j'insiste beaucoup, devant cette amertume exprimée par la famille, il faut absolument que le soignant ne se sente pas visé personnellement. En réalité, la famille vient exprimer son désarroi. Et elle va exprimer ce désarroi à la première personne qu'elle va rencontrer. Et ce sera la malheureuse aide-soignante qui est dans le couloir au moment où la famille vient. Et la famille viendra lui dire que ça n'allait pas, etc. Si le soignant reçoit cela comme une attaque personnelle, alors elle va ressentir d'abord une culpabilité, hein, peut-être une culpabilité en se disant, mais est-ce que vraiment j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que je ne me suis pas trompé? Mais ce qu'elle pourrait connaître, et ça c'est extrêmement destructeur, c'est une colère vis-à-vis de la famille, parce qu'elle dira c'est injuste. Et le sentiment d'injustice crée une colère. Et là, accepter une famille dans la colère, alors là, ce n'est plus prendre soin de la famille. Donc là aussi, on devra accepter pour essayer de comprendre pourquoi cette famille est dans l'amertume, qu'est-ce qui l'a amené dans l'amertume. Il faudra peut-être lui expliquer aussi, lui expliquer le pourquoi. Elle a peut-être compris cela comme ça, etc. Mais avec cette humilité de dire, mais on a pris une décision parce qu'on pensait qu'elle était bonne, mais en réalité, on n'en sait rien du tout. L'amertume, c'est la manifestation du désarroi de la famille. Une famille dans l'amertume exprime simplement son désarroi. On doit être capable de le recevoir simplement sans se sentir visé personnellement. Ah, je n'ai plus le son. Madame Bernard, je n'ai plus le son. Et je ne pourrais pas vous Voilà, vous m'entendez? lire sur les lèvres. Est-ce que vous m'entendez? Ça revient, ça revient. Voilà, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. D'accord. Vous m'entendez? Oui, nous avons fait des tests avec les micros, c'est pour ça, pour essayer d'améliorer la situation. Le son est à... Peut-être un mot en particulier sur la question de la mort et du deuil, puisque la mort a fortement touché certaines maisons de repos, elle a en tout cas plané sur toutes les maisons de repos, et le deuil est rendu particulièrement difficile pour cet aspect de mise en place. Peut-être un petit mot particulier sur cette question-là? Oui, ok. Alors, la question de la mort et du deuil, avant qu'on ait le Covid, c'est vrai que le soignant dans la maison de retraite, ben, il côtoie la mort, mais ce n'est pas au quotidien. Heureusement, ce n'est pas au quotidien. Mais il a, je dirais un petit peu, il a la rencontre et il sait que la mort ici, donc, habituellement, s'inscrit mais comme une fin logique de la vie.
avec le Covid-19, donc, il y a une accumulation de la mort. Il y a une accumulation de la mort. Et cette accumulation de la mort, moi, je pense que ça remet en cause nos valeurs, nos valeurs. Nous sommes faits, y compris dans les maisons de retraite, mais nous sommes faits pour entretenir la vie. Nous sommes faits pour entretenir la vie. Et voilà que, et bien sûr, on a des morts, mais voilà qu'on a une accumulation de la mort. Et j'ai entendu une infirmière travaillant en maison de retraite me dire simplement, mais j'ai l'impression que je ne suis plus en MRS, j'ai l'impression que je suis un travailleur de la mort. Donc, vous voyez que pour elle, elle devenait le travailleur. Il faut des gens qui s'occupent, des personnes. Le travail de la mort, c'est un travail important, mais ce n'est pas son travail à elle. Et j'ai ressenti chez beaucoup de nos soignants une sorte de blessure devant la mort de l'autre, voilà, avec toujours ce sentiment d'impuissance. On n'a rien pu faire, c'est ce que j'entends. On n'a rien pu faire. Et alors, on sent pointer ce qui est la culpabilité lorsque la personne me dit, mais peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Avons-nous tout fait? Et là encore, c'est difficile d'expliquer qu'on est dans une situation tout à fait particulière, que c'est le désarroi dont je parlais au départ, et cette culpabilité va entraîner parfois une remise en cause de la compétence. Voyez-vous, de la compétence. Il y a eu peut-être quelques propos aussi de certains politiciens, peut-être un peu, qui proposaient à la limite de prendre des gens qui n'avaient pas d'emploi pour les changer dans une brève formation en soignant. Voilà, le soignant a très mal pris ça et je peux le comprendre. Donc, remise en cause de notre compétence, cela peut aller vers quelque chose qui est alors beaucoup plus délicat, évidemment. C'est une sorte d'abattement chez le soignant. Alors, l'abattement, ça veut dire que je viens au boulot avec une sorte de passivité. Voilà. Autrement dit, je viens au boulot en me disant, et aujourd'hui, combien de morts? Voilà. Je vais accepter avec quelque chose qui est cruel pour le soignant, c'est le fatalisme. Voilà. Ben oui, c'est comme ça. C'est le coronavirus, c'est le Covid. Voilà, c'est comme ça. Et vous voyez que c'est quelque chose de délicat, mais cette soignante, ce soignant qui vient au boulot dans une sorte d'abattement physique d'ailleurs, il y a un réel problème d'épuisement, mais surtout moral. C'est un peu comme si elle était parvenue à éteindre en elle, je dirais, tout sentiment. Elle doit fonctionner, mais ne plus vivre de sentiments. Parce que le sentiment, l'émotion devant la mort, la culpabilité, l'incompétent, l'impuissant, c'est trop destructeur. Eh bien, Madame Bernard, je décris là, en fait, le chemin qui va amener ces personnes en burn-out. Mais non pas l'épuisement professionnel dont on parle, le burn-out en termes éthiques, qui est la définition donnée par Herbert Freudenberger, c'est la maladie de l'âme en deuil de son idéal. Et donc, on risquerait d'avoir des soignants qui vont continuer à fonctionner, mais continuer à fonctionner sans état d'âme, dans cette espèce de fatalisme. Et là, il faudra, de la part des responsables dans nos maisons de retraite, dans les hôpitaux également, il faudra avoir une bienveillante attention. Et là encore, il faudra pouvoir en parler avec nos soignants. Alors pour la famille, moi je pense que beaucoup de familles ont été dans une situation cruelle lorsqu'il y a eu un décès. Nous avons eu beaucoup de reportages à Bergame, là-bas, où on voyait les cercueils qui étaient là entassés, où il y avait des enterrements avec 2-3 personnes, etc. Et des personnes disent, je n'ai pas pu dire au revoir à papa, je n'ai pas pu, etc. Ça a été décrit dans tous les médias, et je pense que c'est effectivement une situation très difficile. C'est l'impossibilité. On a vu aussi certains philosophes qui ont pris la plume et qui l'ont écrit dans les journaux. L'impossibilité pour une famille
d'accompagner son père ou sa mère dans les derniers moments et d'être là au moment de la mort, eh bien, c'est quelque chose qui est particulièrement cruel. Ne pas être là dans les derniers moments, je dirais ne pas vivre les derniers moments, eh bien, ça amène ce qu'on pourrait dire l'impossibilité du deuil. Et je ne suis à nouveau, je vous dis, je ne suis pas ici en train de faire des prédictions, mais voilà, je pense que on peut dire raisonnablement que l'on peut prévoir une certaine quantité de deuils difficiles à mener dans ces circonstances. Des deuils difficiles, peut-être même, aurons-nous des deuils impossibles, des deuils impossibles, car c'est souvent dans les derniers moments, dans les derniers accompagnements que l'enfant va pouvoir exprimer une dernière fois tout l'attachement, peut-être aussi tous les remords que l'on a, etc. Mais l'attachement que l'on a pour les parents, et ici, ça n'a pas pu se faire. Alors, le deuil, il y a un travail de deuil qui se fait, je n'aime pas l'expression travail, parce que c'est un peu comme si je mettais au travail du deuil de 9h à 10h tous les jours. Non, c'est un état qui évolue, et on sait qu'un deuil évolue vers l'acceptation. L'acceptation, c'est-à-dire j'accepte de vivre avec l'absence de la personne. Aurons-nous beaucoup dans ces deuils impossibles de personnes qui seront dans la capacité d'accepter cette situation dramatique? Je n'en sais rien du tout. Parce que nous venons de vivre une situation, je dirais à nouveau, exceptionnelle, inédite. Nous n'en avons pas beaucoup d'expérience dans notre histoire actuelle, en tout cas, dans notre histoire actuelle. Ces drames ont été vécus dans d'autres situations, dans ce qui s'est passé dans les camps de concentration, lorsque le père savait que son fils mourait, que le fils savait que son père mourait, et que le corps disparaissait dans les fours crématoires. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux familles qui sont dans ce deuil difficile? Eh bien, moi, je ne peux que leur faire une recommandation qu'ils n'hésitent pas d'abord à se faire accompagner pour ce travail de deuil par le psychologue, mais qu'ils n'hésitent pas à participer à ces groupes d'entraide pour faire endeuiller. Il y en a de plus en plus, et la rencontre entre ces personnes endeuillées qui ont cette capacité d'échanger leur expérience permet en général à ces personnes d'aller vers une sorte d'acceptation. Mais je dis bien, Mme Bernard, l'acceptation, ce n'est pas systématique. Et dès lors, nous devrons accepter, nous, entre guillemets, les thérapeutes, que nous verrons dans l'obligation d'accompagner des deuils qui seront impossibles, c'est-à-dire qui resteront dans une grande douleur. Le deuil réussi, c'est comme une cicatrice qui devient une plaie. Une plaie qui devient une cicatrice, c'est l'inverse. J'aime rappeler que la cicatrice, elle est là pour toujours. Et une cicatrice rappelle qu'il y a eu, avant la cicatrice, qu'il y a eu une plaie. Et ça, c'est humain. Et on ne changera pas ça. Vous avez parlé du désarroi. Vous avez parlé également de la nécessité pour les soignants de mettre en place un dialogue avec les résidents et les familles. Nous avons reçu plusieurs questions sur la question de l'accompagnement dans le propre désarroi, mais aussi dans le travail qu'ils vont devoir mener avec les résidents et les familles. D'accord. Donc, vous parlez de l'accompagnement, parce que la conversation est un petit peu hachée de votre côté. Et donc, vous me dites bien l'accompagnement pour le soignant, et puis l'accompagnement pour le soignant qui va devoir accompagner les personnes. Exactement. Voilà. Alors, écoutez, je vous dis tout de suite. Nos soignants, il ne faut pas commencer une grande psychanalyse. Nous ne sommes pas dans la pathologie ici. Nous sommes dans la blessure humaine. Dans la blessure humaine. Et je crois beaucoup dans cette capacité, dans cette résilience que nous avons lorsque nous pouvons échanger avec nos pairs simplement. Et donc que les soignants puissent déjà, entre elles, parler de ce qu'elles ont vécu, entre elles. Alors, idéalement, effectivement, il vaut peut-être mieux que cela se fasse
en présence d'une personne, qui a une qualification, une personne qualifiée pour pouvoir mener, je dirais un peu, ces, entre guillemets, débats. Mais on peut appeler ça simplement groupe d'échange ou lieu de parole, etc. Certainement pas thérapie de groupe. J'ai horreur de ça. Hein, simplement lieu d'échange. Alors, certaines personnes, et ça devient alors individuel, certaines personnes ont peut-être eu des souffrances plus personnelles, beaucoup plus profondes, et là, évidemment, qu'elles n'hésitent pas à se faire aider par alors le spécialiste de la psychologie, et qu'elles n'hésitent pas, ces personnes, à se tourner vers nos psychologues. Hein, cela ne relève pas à nouveau de la psychiatrie qui gère la maladie mentale, hein, il s'agit d'une blessure psychologique et n'hésite pas à aller vers les psychologues. Mais je pense, moi, que la première chose à faire, c'est qu'elles puissent en parler entre elles. Je suis alcoologue et j'ai beaucoup observé le travail qui se fait dans les groupes d'entraide en alcoolologie, alcoolique anonyme ou libre. Eh bien, il y a là quelque chose de vraiment thérapeutique dans cette rencontre entre pairs, P-A-I-R. Et donc, j'invite nos soignants à ne pas hésiter, il faut organiser ça sur le lieu du travail, et bien de temps en temps de pouvoir dire on va prendre un café un peu plus long aujourd'hui. Et quelqu'un dira, eh bien écoutez, voilà, si on le fait demain, ben, j'apporterai une petite tarte. Et puis voilà, et on échange. On dit, bon voilà, moi j'ai mal vécu ceci, moi j'ai mal vécu cela. On se tourne peut-être vers le médecin, le coordinateur, en disant, nous on n'a pas compris pourquoi ceci et cela, vous pouvez nous expliquer. Ça c'est la première chose. Et puis ensuite, alors il y a l'aide effectivement vers la rencontre avec les familles. Et là effectivement, il y a dans la formation en général, je parle ici de la formation en général donnée à nos soignants, quelle que soit leur qualification, c'est-à-dire aussi bien le médecin, l'infirmière, les soignants, l'animatrice, etc., il y a peut-être une formation, oui d'accord, à l'accompagnement des familles, etc., mais je pense que là, il y a une lacune, et peut-être qu'on le verra dans les conclusions de cette crise, nous devrions effectivement considérer que la rencontre avec les familles, la façon d'annoncer les choses, la façon d'annoncer une mauvaise nouvelle, d'accompagner la personne, la famille dans ce cheminement dans la mauvaise nouvelle, ça devrait être une formation qui devrait faire partie de la formation de base. Alors actuellement, certaines personnes l'ont déjà reçu. Moi, j'ai le grand plaisir d'aller donner des formations, par exemple, au refus de soins dans les maisons de retraite. Et j'ai toujours le plaisir de voir des soignants qui sont là avec beaucoup d'attention, parce qu'elles nous disent, ça nous intéresse, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment faire. Alors, je leur dis souvent que je ne viens pas leur apporter de grands outils, je viens simplement mettre des mots sur quelque chose qu'elles ressentaient en elles. Et je leur donne l'autorisation, notamment, de parler vrai, de dire la vérité, de cheminer dans la vérité. Donc, la première règle que je donnerais à ces personnes en disant maintenant nous allons accompagner la famille, eh bien qu'elle soit dans l'authenticité, dans la vérité de leur propos. Et qu'elle dise simplement aux familles, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Elle pourrait dire aux familles, mais nous avons été dans le désarroi comme vous. Et vous, c'est cet accompagnement dans l'authenticité que je propose. Ensuite, ben voilà, peut-être que plus tard, on pourra mettre en place, on pourra leur offrir des formations pour qu'elles puissent avoir l'aisance de communiquer facilement et d'accompagner les femmes. Nous avons reçu plusieurs questions également. Notre activité, reprendre le quotidien dit normal très rapidement dans les maisons de repos, autant pour les résidents qui ont été isolés que pour le personnel qui a besoin et mérite de travailler plus sereinement. Attendez, on ne vous entend pas. Voilà. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui, on vous entend, tout à fait. J'ai perdu une partie de votre interrogation. D'accord. Donc la question centrale, c'est ne faut-il pas reprendre un quotidien du normal très rapidement dans les maisons de repos? Alors, non, je ne crois pas qu'on va pouvoir reprendre rapidement, si c'est ça la question. C'est ça. Pourrons-nous reprendre normalement? Ne serait-ce pas mieux? Ah, ne serait-ce pas mieux? Mais écoutez, moi je n'irai pas trop vite. Je n'irai pas trop vite.
Parce que, voyez-vous, reprendre de suite, d'abord, il faut rappeler à nouveau que le virus, il est toujours là. Et le virus, il va sans doute se trouver là où on ne l'attend pas. Hein. Peut-être que mondial, quelqu'un porte qui va revenir, ça peut être beaucoup de personnes, on ne sait pas qui. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Il faut bien entendre les consignes qui seront données pour réapprendre à ouvrir progressivement et aller vers le normal. Mais je vous ai dit, pendant longtemps, le normal ne sera pas ce que nous avons connu antérieurement. Je peux me tromper, hein, je peux me tromper. Et je pense que pendant longtemps, pendant quelques mois en tout cas, ce qui va redevenir normal pour nous ne sera pas ce que nous avons vécu auparavant. Je vais prendre un exemple. Hein, j'ai été frappé quand vous voyez des reportages au Japon. Vous voyez que le port du masque fait presque partie de la normativité quotidienne au Japon. Ils semblent tous porter des masques, comme si ça faisait partie de la norme. Alors nous, on en rigole, mais peut-être que nous allons devoir, nous, porter des masques pendant un certain temps. Et là, j'écouterai avec beaucoup d'attention nos experts. Donc, je ne suis pas pour, mais voilà, c'est un avis. Je dis bien c'est un avis, mais je ne suis pas pour. Je pense qu'il faut garder en tête que le virus est toujours là. Hein, ce qui s'est passé récemment, place Flagey, m'a indigné. Hein, cette fête qui est faite comme ça, cela m'a indigné. Les premières contaminations que nous avons vues, c'était à partir des grands rassemblements. Hein, des grands rassemblements. À Bergame, c'était un grand rassemblement religieux qui a permis de disséminer l'ensemble du virus et de l'amener en Belgique par la suite. Donc, prudence. Mais je comprends le désir. Hein, je comprends le désir de vivre longtemps dans la normale. Malheureusement, ce ne sera peut-être pas le normal comme nous l'avons vécu avant. L'après ne sera pas comme l'avant. Peut-être pour terminer, on sent dans les différents commentaires que nous recevons qu'il y a un besoin d'accompagnement des équipes. Oui. À la fois par rapport au burn-out que vous avez parlé, mais aussi par rapport à la question du deuil. Est-ce que vous auriez peut-être des pistes vers qui les équipes peuvent se tourner en cas de besoin? Je pense que chaque maison de retraite, j'imagine, ou groupement, ont un petit peu leur adresse, je crois. Hein, je pense qu'il y a aussi, dans chaque maison de retraite, il y a des psychologues qui sont là, hein, qui ont eux-mêmes la formation, et puis je pense qu'ils vont identifier les besoins, et à partir des besoins, bon, je pense qu'il sera assez aisé de trouver les outils pour répondre aux besoins. Je crois que nous avons en Belgique suffisamment d'organismes, il y en a beaucoup, hein, suffisamment d'organismes qui pourraient venir aider, soit dans l'accompagnement comme tel, soit ce qui est un peu mieux, de donner des outils pour peut-être mieux vivre cette situation si elle devait un jour se représenter. Je pourrais vous faire parvenir peut-être quelques idées comme ça que vous pourriez mettre sur le site, mais en général, les psychologues dans les maisons de retraite sont quand même, hein, pour la plupart, bien formés et pourraient avoir un carnet d'adresses intéressant. Le tout, c'est aussi, maintenant, au niveau des directions, c'est à l'avenir d'être attentif, d'écouter les demandes et d'y répondre. C'est un peu trop facile de dire on n'a pas l'argent pour le faire. Hein. Non, on vient de vivre une situation exceptionnelle qui demande maintenant une réponse aussi exceptionnelle. Voilà, Madame Bernard. Je vous remercie. Il est temps pour nous de lâcher l'antenne. Donc, je remercie à tous ceux qui sont restés avec nous. Je m'excuse pour le problème de son. J'espère avoir été quand même compréhensible. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour votre présence avec nous. Merci beaucoup, Madame Benoît. Ce fut un vrai plaisir. Merci beaucoup. À une autre fois. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.